Donc, comme souvent dans ce genre de controverse, on va illustrer un cas clinique, il y aura des questions. Et puis, bon, il faut prendre des positions, quoi. Donc, sur la controverse, Didier a un rôle qui me semble assez sympathique de dire non, je suis un docteur, je réfléchis et je suis contre l'utilisation des recommandations comme une table de la loi. Et moi, je vais défendre une attitude un peu stricte. Je ne sais pas pourquoi moi en particulier, mais on va essayer de faire comme ça. Allez, à Didier. Bon, alors tout d'abord, on va dire que, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le non-STEMI, malgré tout ce qu'on dit, c'est pas rien, c'est aussi grave qu'un STEMI. La preuve, s'il faut regarder Grace quand même, avec plus de 6000 malades, quand vous regardez la mortalité, quand vous regardez les AVC, quand vous regardez la réadmission, vous voyez que le non-STEMI, ça a un degré de sévérité qui est aussi grave que le STEMI, et que donc, il y a une réflexion qui est manifestement aussi importante que dans le STEMI, avec sûrement beaucoup plus de difficultés, surtout avec tout ce qu'on voit arriver, notamment à Coste récemment qui nous dit qu'il ne faut plus le pré-traiter, etc. Et donc on va vous montrer des dossiers cliniques pour qu'on réfléchisse tous ensemble et pour dire que ce n'est sûrement pas l'étape de la loi en disant qu'il ne faut plus rien faire en préhospitalier. Alors on commence avec ce premier dossier. Donc il a 67 ans, ce monsieur, donc il a une douleur de repos. Il est hospitalisé aux urgences médicales à 16 heures. Et il a 3 facteurs de risque. Alors, il est tabagique, il est obèse et il a un diabète. Et puis, il a à l'électrocardiogramme un ST positif transitoire à l'intérieur avec, à son arrivée, rapidement, une tropoline qui est déjà élevée à 12. Donc ça, c'est le patient quand il arrive. Donc voilà son électrocardiogramme pendant la crise. À gauche, bien sûr, vous voyez, pas besoin de vous passer les détails. Et là, maintenant, à droite, il ne souffre plus, mais il persiste donc cette tonalité négative antérieure étendue, donc, qui semble évoquer une ischémie sous-épicardique. Alors, première conduite à tenir, donc on va vous faire voter. Le 1, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va lever la main. Tu n'en sais rien, laisse les gens voter. Bon. Alors, qui est en faveur de François? On laisse voter pour le 1. Personne ne lève la main. Alors, qui lève la main pour le 2? Le patient est admis aux soins intensifs de cardiologie avec un traitement médical. Non, là, il a plus mal. Là, il n'a plus mal. Il est 16 heures. Ah, mais c'est important, hein. 16 heures, c'est pas un samedi ni un dimanche. Donc, il y a peu de gens qui l'envoient aux soins intensifs dans l'assemblée. Et troisième, qui va en urgence en hémodynamique? Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, si? Il y en a peut-être un peu plus. Bon, donc la majorité quand même, c'est entre le 2 et le 3. On continue? Alors? En fait, c'est moi qui dois analyser les résultats, c'est vrai. On avait dit qu'on ferait comme ça. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu parce que la question est un peu difficile et on se trouve sur ce qu'on appelle un infarctus sans sus-décalage persistant du segment ST, on est d'accord, pour lequel on peut considérer qu'effectivement on va avoir une stratégie de... on va en soins intensifs, on attend, on pré-traite, on regarde et il n'y a pas absolument d'urgence et on va se retrouver dans cette ligne de recommandation une procédure early invasive dans les 24 heures. On peut aussi discuter urgent. Et ça, c'était le deuxième vote en disant, et moi j'aurais plutôt vu ça, c'est un malade qui se comporte pour moi comme quelqu'un qui a tous les risques de boucher complètement son artère. On sait qu'un sus-décalage transitoire du segment ST, c'est quand même une artère qui est proche de devenir un sus-décalage permanent. Il est 16 heures. Est-ce que je préfère faire cette coro à 17 heures ou à 2 heures du matin? C'est un peu la position. Et personnellement, je vois qu'effectivement, sur cette reco de 2011, j'ai la possibilité. Donc, je suis en ligne avec les recos. Le score de Grace ne m'aide pas.
Encore que, on a quand même des critères majeurs, mais c'est des critères pour aller là, pas pour aller en urgent. Et puis, quand on regarde les recos américaines qui sont un peu plus récentes, ils vous disent que quand vous avez quelqu'un qui a une instabilité ou une angor réfractaire, alors est-ce qu'il est déjà réfractaire? Ça, c'est une question d'interprétation. Mais en tout cas, les deux attitudes sont dans les recommandations. Et c'est ça que je voulais te dire. On applique les recommandations à la lettre, qu'on aille aux soins intensifs pour une évaluation ou qu'on aille directement en salle de cathétérisme. Alors moi, je ne suis pas tout à fait, on est quasiment d'accord, mais pas tout à fait, parce que si on raisonne, il est 16 heures. Mais s'il est 2 heures du matin, est-ce que tu vas avoir le même raisonnement de dire c'est un malade qui est quand même à très haut risque parce que le ST a été sus-décalé, la troponine a monté, et je le fais à 3 heures du matin, ou est-ce que là tu vas dire non, finalement, il est early, moins de 24 heures, mais il ne souffre plus, il a un tracé qui est revenu à la normale, même s'il y a une onde T négative, et donc je peux attendre demain matin. C'est un peu ça la discussion pratico-pratique. Oui, mais en disant ça, tu suggères que mon attitude dépend de l'heure et de mon confort, etc. Donc non. Ça ne dépend pas de ça. Personnellement, je dors à l'hôpital. Donc, quand on m'amène le malade, je me suis levé. Ma foi, il a ce sus-ST transitoire. Ouais, je vais le faire. Attends, là, est-ce qu'on peut se permettre... Oui, bien sûr. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, avec Didier, la nuit, on ne se lève pas pour faire ces patients-là. Mais il y a une donnée quand même qui modifie complètement tout ça. C'est les données sur le pré-traitement. Voilà, c'est les données sur le pré-traitement. On va y venir. Voilà, je me doutais que vous alliez dire. À l'heure actuelle, si on veut suivre le fait qu'il ne faut pas pré-traiter, tu as intérêt à y aller tout de suite. On verra. On n'est qu'au début de l'histoire. Oui, alors là, moi, je vais revenir. Je suis médecin de SAMU régulateur. Je suis désolé, mais je ne vous comprends pas du tout, là. Parce que vous êtes en train de dire, on est d'accord, il ne souffre plus, le patient. Non, il ne souffre plus. Eh bien, je ne connais pas un seul cathétériseur qui va me dire, tu l'amènes sur la table de cathé. À Paris, et la région parisienne, et d'autres. Je présente le patient comme vous me le présentez, eh ben, il vient en UGIC et on verra. Donc, effectivement, le pré-traitement est complètement différent, mais j'ai jamais pu mettre comme régulateur, et je fais ça depuis longtemps à Paris, un malade sur la table de cathé qui n'a plus mal. François ? Alors là, des malades sur table de cathé qui n'ont plus mal, qui n'ont jamais eu de segment ST, est-ce que personne n'en a vu ? Est-ce que dans votre expérience, on vous a jamais amené un soi-disant sus-ST qui n'a pas de sus-ST et pas de douleur ? On en a tous eu. Hein. Ah, bon. François, si tu reçois pas le malade la nuit, mais tu as le coup de fil de Patrick qui te décrit ce malade, est-ce que tu lui dis quand même, on va directement au caté ? Tu dis à l'hôpital, t'es réveillé. Attends, le malade, il m'est décrit comment ? On m'amène quelqu'un qui a eu mal dans la poitrine, j'ai un sus-ST transitoire, et est-ce que j'active la salle de caté ? C'est ça la question. La réponse est, tu fais quoi, toi ? Tu actives la salle de cathé ou non ? La réponse est tu fais quoi ? Moi, je fais exactement ce que dit Didier. J'avoue, il faut être honnête. La prise en charge de nos malades dépend aussi de l'infrastructure et de l'organisation de nos structures. À 16h, on leur dit amenez-le nous direct. À 2h du matin, s'il a plus mal, on le met aux soins. Évidemment, s'il se passe quoi que ce soit, on vient le faire dans la nuit. Sinon, on le fait en premier à 7h30 le lendemain matin. Je rappelle que le cas, c'est 16h. Donc, tu le vas en choro tout de suite. Immédiatement. Merci de le dire. Voilà. À 16h, oui, je suis encore à l'hôpital à 16h. Bon. Allez, next. Ah, une question ? Et on ne va pas finir à l'heure, là. Oui, mais comme après c'est moi, t'as qu'à réduire mon temps de parole après. Je suis quand même surpris parce qu'il y a une espèce de dichotomie entre ceux qui nous disent arrêtez de vous précipiter sur la précharge, mais mettez tout de suite le malade en salle de chiro. Et ça, je comprends pas. Et ben je justement, pense alors, un patient qui ne souffre pas, d'abord, mon expérience, c'est que tu es rarement rappelé à 2h du matin pour venir le faire, parce que nous, on les pré-traite, et c'est peut-être pour ça. Mais deuxièmement, un malade qui ne souffre pas, qui est âgé, avoir une petite pneume, une petite créate, avoir été le voir dans sa chambre, discuter même 5 minutes avec lui, c'est quand même des moments importants dans la prise en charge d'un patient qui n'est plus une urgence extrême. Donc moi, le malade qui arrive directement... Alors, je suis complètement d'accord avec Patrick, avec ce qui se passe à Paris. On les met dans un lit, on va les voir, on les évalue, et le plus souvent, quand ils ne souffrent plus, on attend le lendemain pour les faire. Alors allez-y. On discutera on donnera la réponse plus tard. Ouais. D'accord. Alors on continue. Bon, alors moi, effectivement, j'ai fait ce que tu dis, c'est-à-dire que je l'ai mis dans un lit,
Je l'ai regardé, il a un score de Grace certes élevé, mais il n'a pas des facteurs pour moi qui sont à le mettre tout de suite, en tout cas dans moins de 2 heures sur la table sans l'avoir bien évalué. Et globalement, c'est l'attitude que je préconise. Pour l'instant, donc, on continue là. Alors, François ? Alors, je fais un bémol. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur tout, bien sûr. Je voudrais simplement donner un commentaire sur le Grace. Premièrement, le score de Grace, je ne vais pas vous faire voter. Je pense qu'il n'y en a pas 1 sur 10 qui le calcule. Peut-être vous le calculez au pif, mais certainement pas exactement. Je ne fais pas voter. Pourquoi vous ne calculez pas le score de Grace ? Parce que ça ne vous sert pas à grand-chose. En tout cas, ça vous sert. Le score de Grace vous dit ce malade va mourir. Ça, c'est vrai. Les airs sous la courbe, dans tous les registres, c'est 0,86, 0,87, c'est très très bon. Est-ce que ça vous dit ce malade doit aller en choro ? Absolument pas. Ça n'a aucun rapport. Et dire je vais en choro parce que le Grace est à 145, c'est n'importe quoi. Tous vos vieillards avec une insuffisance rénale en insuffisance cardiaque passent en choro à ce moment-là. Donc il y a un vrai problème sur le score de Grace qui est mis dans les recommandations américaines et j'espère que les recos 2015 européennes feront ce distinguo. Vous voyez qu'en grade 1, on vous dit faites le Grace pour le pronostic et on vous le dégrade en 2A pour la stratégie. En fait, le Grace, ça aide un peu, mais ce n'est pas pour ça que vous allez en choro. Vous allez en choro, et dans le cas du cas clinique qu'on vient de voir, parce que ce gaillard qui a tous les risques d'avoir un syndrome coronarien aigu, qui fait un sus-ST antérieur et son ST revient, je me dis, voilà, est-ce que je vais attendre quoi ? Je vais attendre qu'il se mette carrément en fibrillation ou qu'il y a un événement... est-ce que je compte absolument sur le pré-traitement pour stabiliser la situation ? On peut le dire comme ça, mais on n'est absolument pas sûr que la situation se stabilise. C'est la raison pour laquelle, à 16 heures, je propose une choro. Je propose une choro, je ne propose pas autre chose pour l'instant. Bon, un bon point pour toi, là. Non, j'en sais rien. Allez, continue. Bon, alors, par contre, pour insister sur ce que j'avais dit, si on regarde l'étude qu'avait fait Gilles Montalesco à Borde, on est dans le cas de ce patient, c'est-à-dire 2 ou 3 critères d'un patient qui est non-stémie, avec un TIMI qui sera, bon on l'a pas là, mais qui sera supérieur à 3, on peut le penser. Donc est-ce qu'il faut faire la choro immédiate ou est-ce qu'on peut le faire le lendemain ? Eh bien, quand on regarde avec le suivi à 1 mois, vous voyez que ce soit immédiat ou retardé, pas de différence. Donc, on va dire match nul, mais en tout cas, on peut très bien attendre de l'avoir bien vu, ce malade, et de le faire le lendemain. Alors, ceci dit, maintenant, on va l'envoyer aux soins intensifs. Alors, aux soins intensifs, c'est un non-stémie, une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites comme pré-traitement ? Est-ce qu'il y en a qui font aspirine seule ? Personne. Si ? Ah, Thomas. Donc, toi, tu fais aspirine seule. Qui fait aspirine clopidogrel ? Aspirine prasugrel ? 2 ou 3, il a 67 ans. Aspirine ticagrelor ? La majorité. Qui fait des anti-GP2B3A ? Personne fait d'anti-GP2B3A. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, donc une majorité pour le 4, dans l'Assemblée, aspirine ticagrelor. Alors, toi, François, qu'est-ce que tu me dis ? Peu importe ce que je te dis, moi, la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous suivez les recommandations dans votre jugement ? Oui, bravo, il n'y a rien à dire. Vous mettez de l'aspirine rapidement. Bon, il y a juste Thomas qui est... Bon. Mais bon, pour les autres, ils vous mettent, dès qu'ils sont certains du diagnostic, on met un P2Y12. Si le malade n'est pas au risque de saignement et qu'il est dans les clous, on met plutôt un nouvel inhibiteur. On est complètement en ligne avec les recommandations. Donc je pense que cette étape-là, il y aura une discussion sur le fait de mettre plus, et je pense qu'elle est importante, mais en tout cas, globalement, je pense que cette étape-là n'est pas, on n'est pas en porte-à-faux avec les recommandations, puisque c'était le thème du débat. On est d'accord que, quoi qu'on fasse, là, quel que soit le résultat du vote, on est à peu près tous d'accord, et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de discussions là. D'accord. En sachant qu'on n'a pas pour l'instant l'anatomie coronaire.
Non, ben alors, il y a guère que moi qui ai envisagé du Prazu. C'est pour ça que la majorité des gens envisageraient plutôt le TICA que le Prazu. On a 2 questions là dans la salle. Oui. Il est diabétique. Bon, là, je ne connais pas l'anatomie coronaire. Donc c'est plutôt ça qui me... On est censé leur faire une PCI, et si jamais ce malade va en chirurgie, on est un peu embêté avec le Prazu. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est pour ça que certains, Sherman, tu peux commenter ton choix. Pourquoi tu fais que de l'aspirine? Alors, je pense que la chirurgie, c'est le critère qu'on avance tout le temps. Je pense qu'il est assez faux parce que, je ne sais pas dans vos centres, mais nous, le chirurgien qui va opérer nos non-STEMI dans les 48 heures, en général, on ne le voit pas. Donc, ce n'est pas forcément pour la chirurgie, c'est vraiment sur les données d'Acoste qui montrent que le pré-traitement avec un antiplaquettaire puissant avant d'aller en salle de cathé, il n'y a pas de bénéfice et ça fait saigner. Et moi, je pense que c'est une étude qui a été faite avec le Prasugrel. Après, c'est une opinion personnelle, mais je pense que c'est une étude qui teste une stratégie d'inhibition plaquettaire puissante. Or, on sait que le ticagrelor, ça fait au moins aussi fort en termes d'inhibition plaquettaire. Donc moi, j'étends les résultats d'Acoste au ticagrelor et je fais de l'aspirine seule et je vais le plus rapidement possible au cathé. Alors, tu n'as pas regardé de notre côté, mais nous, à Brest, on fait pareil. Hein. On le prête. On est quand même 2. Mais cela dit, c'est vrai qu'un diabétique de 68 ans, on est d'accord qu'il peut très bien avoir une atteinte multitronculaire pour laquelle un geste chirurgical serait intéressant. Donc c'est vrai que ça va aussi en faveur de ne pas trop surcharger immédiatement. Je ne vois pas pourquoi vous considérez forcément que c'est un non-STEMI. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est quand même un STEMI, ce patient? Non, ça a été un STEMI transitoire, mais maintenant il n'est plus STEMI. Il est mal combien de temps? On ne sait pas. Parce qu'après tout, on voit parfois des STEMI qui arrivent... Oui, il y a eu 12 de troponine, il y a eu... mais on peut considérer que quand on voit l'électro le deuxième, l'artère a dû se recanaliser quand même. Sinon, il ne serait pas avec cette électrode ondotée négative. Il y a des STEMI qui se recanalisent et on appelle quand même ça un STEMI. S'il y a une recanalisation d'un STEMI... Non, là, on est sur la définition exacte, c'est sans sus-décalage persistant du segment ST. Voilà, la phrase normale, elle est comme ça. Mais persistant, ça veut dire quoi? Persistant, ça veut dire qu'il reste au moins une paire d'heures, on va dire. Là, il est resté peut-être 5 minutes, enfin, je sais pas. Oui, à peu près 5 minutes, mais quand il est arrivé aux urgences, on a attrapé ça, mais ensuite... Très rapidement, il revient avec cette ondée négative, mais c'est vrai qu'il est instable. François et Didier, là, le malade, il est où? Parce que tout à l'heure, François... Pour l'instant, il était aux urgences, mais après, je l'ai amené aux soins intensifs. Donc, il n'est pas en salle de cathé, on est d'accord? Non, il n'est pas encore en salle de cathé. Ce non-stémique t'emmène en salle de cathé. Est-ce que tu lui fais un traitement, un pré-traitement? Non, moi, je ne l'amène pas directement en salle de cathé. François? Alors, je ne peux pas répondre. Alors... on va en parler, on va ouvrir cette discussion maintenant. Je crois que ça presse là, visiblement. On avance. Alors, oui, je vais essayer de répondre rapidement. Quand on va vite en salle de cathé, voire immédiatement, le problème du pré-traitement se pose différemment. Et on a fait cette remarque. Effectivement, pré-traiter, ça veut dire faire une hypothèse sur ce qu'on va trouver. Et c'est un peu le même problème que les 2B3A en fonction du délai d'arrivée en salle de cathé. Là, si on a l'opportunité de faire une chorodiagnostic tout de suite, où est l'intérêt de pré-traiter avec des médicaments qui ne seront pas actifs avant 2 heures? Donc, ce sera un peu tard, on va en parler. Mais donc, il y a clairement, le pré-traitement va être influencé sur la durée, le délai auquel on va en cathé. Oui, alors tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais dire. Mais pour en revenir à la chirurgie, les histoires d'antiagrégants, il ne faut quand même pas oublier que même si le patient est diabétique, les délais de chirurgie, effectivement, 5 jours, 6 jours, 7 jours, mais de toute façon, la recommandation, c'est de dilater la lésion coupable. Que le patient il soit... Pas en non-stémie? Ah si. Oh. Wow. Ah si. Ben, moi, je ne l'ai pas vu là, je regardais mieux. On va la retrouver. Si. D'accord. Très capello. Bon, donc on va continuer alors. Hein. Bon, alors... Une question quand même, en plus c'est un sympo aujourd'hui qui nous parle des anti-GPB3A. Quelle place pour les anti-GPB3A dans ce cas clinique de non-stémie? Alors, cette diapo vous l'avez tous vue, mais quand même c'est important de savoir que là on est dans le non-stémie, qu'avec donc en bleu le tirofiban, vous voyez qu'au bout d'un quart d'heure, vous êtes à 96% d'inhibition plaquettaire, et avec le Prazu quand même, pour être au même niveau, il vous faut au moins 4 à 6 heures. Donc ça, c'est un élément important dans le non-stémie.
si vous avez la pensée de faire une angioplastie ad hoc lorsque vous allez faire la coronaro. Alors, quand on regarde la place des anti-GP2B3A, globalement, moi ce que je lis, oui, j'arrive à lire que les anti-GP3A sont pour le bail-out uniquement ou des complications traumatique, c'est-à-dire pendant qu'on fait l'angioplastie. Donc pour moi, il n'y a pas a priori d'indication à mettre des anti-GP2B3A au moment où il part à la coronaro. Mais peut-être que toi, tu vas me dire l'inverse, François. Oui. Tu cherches mal, il faut trouver entre les lignes. Donc je reviens sur une reco qui est toujours d'actualité, c'est 2011. Alors c'est vrai qu'on a quand même plusieurs recommandations. Les updates, c'est tous les 4 ans. Bon, on ne peut pas demander d'être tout le temps à jour. En fait, c'est assez ouvert, je dirais. Quand vous regardez ces recommandations, il y a 1, 2A, 2B. 1, c'est il faut, 2A, c'est mieux, et puis 2B, on ne vous ferme pas la porte. Eh bien, là-dedans, on a à peu près tout. Et on voit qu'effectivement, on peut faire du B3A dans les situations à risque. Ça reste assez ouvert. Mais je suis d'accord qu'il y a eu un gros frein qui a été mis sur les 2B3A, notamment dans le NSTEMI. Ça, c'était peut-être avant tout ce qu'on a appris sur le pré-traitement, etc. Et bon, je fais l'hypothèse que les prochaines recommandations tiendront compte des études avec l'inefficacité relative du pré-traitement dans les non-STEMI. Et je pense que ça a un gros impact sur le 2B3A. C'est vrai que si on va en coro et qu'on n'a pas chargé, qu'on est parti comme nos Sherman le suggèrent, juste avec de l'aspirine, quand il va falloir faire l'angioplastie ad hoc, eh bien, on sera bien content de trouver un médicament, comme tu viens de le montrer sur l'étude précédente, qui te donne une inhibition tout de suite. Et donc, voilà. Mais, alors, pour l'instant, on peut s'en sortir, mais c'est vrai qu'on n'a pas une ligne très, très claire dans les recommandations. Je suis d'accord. Donc, toi, tu penses qu'ils vont rajouter une ligne, prochain coup, en mettant, vu tout ce que l'on voit avec les nouvelles études, les anti-GP2B3A auront sûrement leur place dans le non-STEMI quand on pense qu'on va pouvoir dilater un malade. Beaucoup de conditions. Beaucoup de conditions. Ouais, là, bon, enfin. Mais, ok, on continue. Didier, est-ce qu'il n'y aura pas un gros paradoxe s'ils font ça en disant on va arrêter de donner des médicaments oraux, et vu qu'on arrête de donner des médicaments oraux, on va donner des médicaments IV plus puissants et qui font encore plus saigner. Enfin, là, ce serait une dérive étrange, quelque part. C'est pour ça que le prior, moi, je n'y crois pas trop au prior, précédent la coro. Mais par contre... au moment de la coro, je crois que là, ça va sûrement arriver, ça. Juste pardon. Une seconde. Excuse-moi. C'est parti, non, mais c'est pas grave. Voilà. Dans cette discussion, par exemple, cette ligne de recommandation, on vous dit les thyrophibants et ptyphibatides ajoutés à l'aspirine, considérés avant l'angiographie. Et donc, je serais très content que dans les prochaines recos, on nous distingue l'angiographie de l'angioplastie et qu'on nous dise, vous faites l'angiographie et vous adaptez exactement votre traitement. Mais là, honnêtement, pour l'instant, effectivement, j'ai beau me crever les yeux, je n'ai pas trouvé cette ligne pour l'instant. Bon, ok, donc voilà, alors, on va passer vite parce que c'est pas tellement de problème. L'angioplastie dans la coronaire droite, elle est à peu près normale, mal faite, mais normale. Par contre, donc, vous la voyez tous, cette IVA, il y a une lésion hyper menaçante qui correspond tout à fait au tableau clinique qu'on voit aussi sur cette incidence. Là, c'est une image, c'est pas une image d'addition, c'est pas une dissection spontanée ou tout ça. Bon, peu importe, on va passer le guide, on va dilater. Et voilà donc le résultat. Donc le problème n'était pas tellement stent actif. Et donc, concernant ce cas clinique, le patient est asymptomatique, il sort, AJ2, et aspirine ticagrelor, parce que pour terminer ce cas clinique, quand même, la question va être, on en a tous parlé, mais on en reparle encore, et on va avoir votre idée sur la durée de la double anti-irrigation plaquettaire. Alors, à votre avis, dans votre centre, sur ce patient-là, qui ferait 3 mois de double anti-irrigation plaquettaire? Personne. Qui ferait 6 mois? C'est un stent actif, dernière génération? Personne. Qui ferait 12 mois? Beaucoup. Qui ferait plus de 12 mois avec des APT? Oui, il y en a certains qui lèvent le bras. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient uniquement centrés sur l'angioplastie et en disant c'est une lésion relativement simple? Est-ce que ça sert dans votre décision actuelle? Oui, un peu. Et est-ce que le risque du patient est beaucoup plus important d'après vous pour donner la durée de double interrogation? Le 6? Les deux? Bon, et toi, François, alors? Alors, les recos disent 1 an, et faisons déjà 1 an, et puis vous verrez.
Dans un an, vous aurez vu si votre malade a fait des problèmes hémorragiques ou pas. Probablement pas, mais on verra. Et puis, on aura certainement à ce moment-là les nouvelles guidelines qui feront un peu le tri de ce qu'on a entre DAPT, entre toutes ces études qui disent qu'il faut réduire. Je veux dire, c'est un peu la bouteille à l'encre. Clairement, pour moi, au-delà d'un an, on est en prévention secondaire, ça n'a rien à voir avec un syndrome coronarien aigu. Et peut-être qu'on nous dira, c'est pas du clopidogrel, mais c'est une autre drogue à dose réduite qu'il faudra mettre. Donc on verra. Mais si on fait déjà un an, en tout cas, après, on peut toujours rediscuter au bout d'un an de ce qu'on fait. Ok, on a le temps de faire le deuxième dossier? Oui, Chairman? Oui. Chairman. Rapide? Plus rapide? Vous avez en fait... une question du dossier. Vous avez normalement encore 5-10 minutes, quoi. Donc rapide. Ouais. Rapide, alors. Alors, François. Alors, là, je vous donne les chiffres clés. 71 ans, une femme, diabète, douleur thoracique constrictive. Elle garde un fond douloureux, c'est ça qui est important. Et on a une arythmie par fibrillation auriculaire qui n'était pas connue. Et vous avez cet électro qui, effectivement, montre un sous-décalage, une arythmie, et puis on en est là. Donc, je pense que là, la question, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si on va prendre beaucoup de temps, mais enfin, bon, on peut quand même faire voter en vitesse, oui. Vous faites une coro tout de suite parce que vous considérez qu'il y a un fond douloureux, un sous-décalage et qu'on est dans la situation immédiate. Ou alors, oui. Bonne proportion, surtout à gauche. À droite, c'est un peu plus... Peut-être que si je me tourne comme ça... Ah, voilà. Après, vous ajoutez à ça le score de Grace élevé, où il vous faut aussi le sous-décalage. Non. Et puis, vous considérez dans les 24 heures, ou alors vous considérez ça. C'est encore une énième F1 anginogène et que vous avez le temps. Non, personne ne fait ça. Didier ? Bon, moi je suis d'accord sur le A parce qu'effectivement c'est la clinique qui prime et tu nous l'as bien dit, le score de Grace n'est pas un facteur pour dire si on doit aller vite ou pas à la coronaro. Bon, on passe. Donc là on passe. Alors, vous allez choisir les antiplaquettaires ou pas. La aspirine seule, on a encore des candidats. On en a un peu plus, oui. Aspirine clopie. Très peu de clopie. Hein. Si, il y a quelques-uns à gauche. Quelques-uns, mais pas. Tika. Tirofiban, d'emblée, comme ça. J'ai oublié le Prasu, mais. Prasu ? Non. Alors là, attention au piège, on a dit qu'elle était un FA. Donc si elle est un FA, pas les nouveaux anti-agrégants plaquettaires. Donc moi, je verrais bien l'aspirine avec la charge de clopidogrel parce qu'elle a un fond douloureux et que même si l'électro, il y a peut-être des troubles de la repolarisation secondaire à la FA, quand même, cet électro est un peu inquiétant. Mais bon, ça peut se discuter. En fait, on est parti sous aspirine seule. Donc, c'est un peu la discussion qu'on avait. Je pense qu'on terminera sûrement ce débat là-dessus. Est-ce qu'il est raisonnable de partir en aspirine seule ? Eh bien, il n'y a pas là de ligne de reco claire pour ça. Dans les recommandations, vous trouverez bien sûr l'aspirine pour tout le monde, les anticoagulants, pas de problème, d'autant qu'elle est en fibrillation auriculaire. Et puis, pour le deuxième inhibiteur plaquettaire, on vous dit qu'il faut être certain du syndrome coronarien aigu. On en est presque certain. Mais il y a deux choses qu'on ne sait pas, et c'est des groupes de NSTEMI, c'est vraiment très hétérogène. Vous avez des femmes qui ont de la microcirculation, ou ce que vous voulez, et qui n'ont pas de lésion du tout. Vous en avez qui ont cette lésion simple, qui effectivement est complètement classique avec le tableau et qu'on a assez de facilité à traiter. Et puis vous avez les patients qui sont tritronculaires et pour lesquels vous allez vite regretter d'avoir mis un inhibiteur P2Y12 très puissant parce que ça va vous décaler la chirurgie. Je dis entre parenthèses que j'ai peut-être beaucoup de chance, mais chez moi, je peux faire opérer mes malades le lendemain si je veux. Et en revanche, quand il y a eu du ticagrelor, c'est là minimum 5 jours. Et vraiment, j'ai un barrage très très net par rapport au clopido. Bon, il se trouve qu'effectivement, le clopido était peut-être pas la meilleure option dans la mesure... le TICA n'est pas la meilleure option par rapport à l'anticoagulation potentielle après. Mais bon, je pense que cette stratégie quand on peut aller en coro tout de suite, de ne pas charger à fond, est à débattre, mais je dois avouer qu'elle n'est pas clairement donnée dans les recommandations. Alors, qui aurait fait du clopie en ayant vu la lésion et en sachant qu'on la dilate ad hoc ? La majorité.
Moi aussi, du coup, bien sûr. Ok, et personne n'aurait fait de Tirofiban, par exemple, ou d'Abciximab? Si. Si, il y en a qui feraient des anti-GPB3A, dans la mesure où on a vu la diapo tout à l'heure qui montrait qu'il fallait au moins 4 à 6 heures avant d'être certain d'avoir une anti-agrégation plaquettetre. Peut-être le fait d'être en voie fémorale aussi impacte un peu la décision des 2B3A dans ce cas particulier, non? Oui, mais après, c'est toute une histoire ce qu'on pense de l'angioplastie sans pré-traitement. Est-ce que la lésion, comme elle est là, à la limite peu importe la lésion, mais c'est vrai que là, on est sur une droite assez grosse. On a une lésion qu'on peut considérer soit comme très focale ou alors plus longue, qui partirait d'avant le deuxième coude. Mettre un gros stent là-dedans expose à ce qu'on nous a montré, un magnifique Nouriflow, n'est-ce pas? Et que, c'est embêtant. Alors, dire que le 2B3A doit être limité au bail-out, ça veut dire une fois qu'on est dans les ennuis, c'est peut-être pas une très bonne idée, ça a été dit et je suis d'accord avec ça. Et donc là, on a quand même des lignes pour dire que chez les malades qui n'ont pas eu un pré-traitement adapté suffisamment longtemps, les petites molécules anti-2B3A ont une place en angioplastie. Donc on arrive à se glisser. Tu partirais sur les anti-GPB3A? Oui. Donc toi, tu partirais sur le 4, là? Plutôt, oui. Mais tout en ayant chargé au clopy? La charge de clopy m'intéresse moyennement. De toute façon, elle ne sera que... Oui, mais tu l'as fait quand même. Je la fais quand même, mais je ne compte pas trop dessus. OK. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, ça, c'est un résultat. Deux BMS qui mettrait des stents actifs chez quelqu'un qui a probablement une indication d'anticoagulant après. Vous voyez que les choses changent. C'était barré complètement initialement. C'est des choses qui ont été ouvertes avec les nouvelles recos de 2014 de revascularisation. C'est vrai qu'on est moins à cheval et on dit voilà, finalement, les nouveaux stents actifs demandent finalement moins de durée de biagrégant plaquettaire et pourquoi pas. Et le Tirofiban que tu as fait là en bolus, tu le continues 2 heures après ou pas? Parce qu'on sait qu'avec ton clopy, tu n'auras pas d'anti-agrégation inhibée avant 4-6 heures. Généralement, je fais le bolus et je vois. Et quand tout se passe bien, en fonction j'arrête. du résultat géographique. Bon. Alors. On va finir le cas là. Tout va bien. Tout va bien. Vous sortez avec quoi? Trithérapie, incluant le clopidogrel. Donc, elle est restée en FA. Vous avez un Schatzvast qui est élevé, vous avez un Hasbled, je vous remontre les différentes significations. C'est le D en fait qui nous intéresse parce que D, ça veut dire quand on a d'autres médicaments, quand on regarde dans le texte, donc les antiplaquettaires et donc le point il vient du D. Donc est-ce que vous faites trithérapie avec clopidogrel? Trithérapie avec un autre P2Y12? Ça, clairement, je crois qu'on peut dire que c'est non. Le Vust, ça intéresse quelqu'un? Non, c'est fini le Vust. Le Vust, il n'y a pas grand monde. Pourtant, ça a été très populaire, le Vust. Non. C'est fini. Bon, c'est fini. On est d'accord. Il y avait des gens qui faisaient Vust. Ah, oui, mais pas énormément, je veux dire, pas une majorité. Et toi-même? Non, trithérapie. Avec clopy? Avec clopy et 71 ans, la créate? Créate normale? NACO, clopy. NACO. Qui fait NACO et qui fait AVK? Qui fait AVK? Et NACO, hop, maintenant, bien sûr. Avant, non. Bon. Un commentaire? Oui, un commentaire sur le AVK ou NACO, parce que c'est vrai que c'est quand même un problème. Moi, je dis, pour l'instant, est-ce qu'on a assez de preuves avec les NACO pour mettre cette trithérapie, nouveaux anticoagulants, aspirine et clopidogrel? Est-ce qu'on n'est pas plus stable avec les AVK, où on a un range à ce moment-là d'INR entre 2 et 2,5, l'aspirine et le clopy? Donc moi, voilà ma question. Alors, mon impression, nous on a fait VUST. Pour cette malade, on a fait VUST, on ne va pas finir le cas, mais elle a thrombosé. Donc le VUST, c'était assez intéressant. Enfin, nous, on a vu ça quand même, c'était très intéressant, mais en fait, on a complètement arrêté. Le position paper, donc là, on n'est pas sur des recos, on est sur le position paper qui parle justement de ce problème de patients sous anticoagulants oraux.
nous intéresse bien parce qu'une fois qu'on a compris un peu la complexité apparente du tableau, ça devient relativement simple et intéressant. Et bon, je vois Martine qui sourit parce qu'effectivement, elle fait partie des auteurs et se positionne peut paraître critiquée, mais non, en fait, je pense qu'il est très bien. Vous regardez votre chat vasque, il est élevé, vous avez un Hasbled qui est bas, vous êtes en syndrome coronarien aigu. Honnêtement, c'est assez simple. On vous dit trithérapie pendant 6 mois et on vous dit dans le haut, vous choisissez un ACO ou un AVK. Donc, on était tous, bon, c'est pas des guidelines, mais quand même, c'est un bon conseil. Et quand tu me dis ce conseil n'est pas validé par les études, je suis d'accord. Simplement, pour l'instant, il faut bien faire quelque chose. Alors, ce que tu préconises avec les AVK... Ma question, c'est si tu mets des NACO, tu vas donner quelle dose? Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que tu donnes la même dose ou est-ce que tu baisses la dose? C'est décrit de façon assez précise. Tu mets la dose mais sur quelles minimum... Attends. Tu mets la dose minimum validée dans la FA. Donc, ça va être 110 pour le DABI, 15 pour le Riva, et puis 2 fois 2,5 pour l'apixaban. Et puis après, tu vas donc avoir le Clopi, l'aspirine. Au bout de 6 mois, tu vas gicler l'aspirine. Et sur quelle base on est? On est sur les bases des études dose ranging du style l'étude Atlas. Donc avant l'étude Atlas, il y a eu une dose ranging. Et pour les études après, c'était aussi des doses ranging, où dans les différentes doses testées, on avait l'association aspirine, clopido et différentes doses de NACO. Et finalement, aux doses de la FA, on avait bien sûr plus d'hémorragie, mais ça restait dans la proportion qu'on a avec la trithérapie AVK. Et le dernier point, c'est que quand on fait une trithérapie avec l'AVK, on cible un INR à 2, 2,5. Quand on sait que le temps de traitement dans le range en France est de moins de 70% ou aux alentours de 70%, quand on est entre 2 et 3, entre 2 et 2,5, je pense qu'on ne doit pas dépasser 50%. Et là, à moins de faire des INR tous les 2 jours, vous n'avez aucune chance que votre malade reste très stable. Donc la base de ces conseils, on va dire, ce n'est pas des recommandations, des conseils, était que les NACO offrent une stabilité. Pourquoi pas? En tout cas, ça ouvre la porte et finalement, je ne veux pas dire que tout le monde est content, mais on a un conseil approprié et c'est exactement ce que je retrouve dans les recommandations. On n'a pas besoin de recommandations de grade 1 systématiquement. C'est des choses qu'on sait, on les fait. Les recommandations du style consensus d'experts m'intéressent parce que c'est un conseil d'amis, c'est quelque chose qui a été réfléchi et pourquoi pas. Et donc, c'est dans ce sens où je dis oui, moi j'essaye de suivre les recommandations. Généralement, j'y trouve à peu près les situations que je cherche. Merci. Très bien, donc on a essayé sur ces 2 dossiers de vous montrer les difficultés qu'on peut avoir dans les controverses sur le non-STEMI. Merci beaucoup. Merci François Berthelini.